dénombrons toujours. Donc, on va faire les listes et les combinaisons. Donc, ça fait quelque chose. Puis, comme je pense que ça va tenir, on va pouvoir faire aussi le tableau final, là. Et puis, mardi, on fera quelques petits cas particuliers qui vont bien. Alors, donc, définition des différents types d'ensembles. Parce qu'on va voir... Enfin, on en a déjà parlé, mais c'est des ensembles, c'est des listes, c'est des ensembles, c'est des listes en répétition. Dans cette partie, nous appliquons essentiellement le troisième principe, celui de décomposition, pour démontrer quelques situations fréquentes. On commence par les définir, puis on se concentre sur chacune. Donc, on va... Bon, si E est un ensemble qui fait un contexte, si vous voulez, on appelle P liste ou P uplé l'élément de E, tout élément du produit cartésien E puissance P. D'accord? Une permutation de E, c'est une bijection de E sur E. Et une combinaison à P éléments de E, c'est une partie, c'est-à-dire un ensemble, à P éléments de E. D'accord? Donc, j'ai vu que tu me disais, c'est une combinaison, ça, hier, je sais pas quoi. Voilà, c'était un sous-ensemble à P éléments. Alors, exemple de deux listes sans répétition. À partir de quel ensemble? Je ne sais pas trop. N4, c'est ça? Ouais, bon, on va faire ça. Je m'assure juste que c'est bien. Deux listes sans répétition. Les deux listes sans répétition de N4 sont... Alors, vous les avez, ça? Faut vous les écrivez. Allez-y, vous devez plus rapide que moi. Toutes les deux listes. Et vous ne faites pas l'effet néant, s'il vous plaît. N4, donc les deux listes, sans répétition. Donc, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Ok, c'est les éléments qui ne sont pas sur la diagonale d'une matrice 4, 4. Pardon? Donc il y en a 12. Exemple de combinaison à deux éléments à partir de N4. Les combinaisons maintenant. Alors les deux listes. Combinaison. Donc combinaison. Donc on fait avec les ensembles. Donc là il va y avoir 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. D'accord, donc là il y en a 6. Il y en a deux fois moins. Pourquoi? Oui, d'accord. Parce qu'une liste elle est ordonnée et une combinaison. Exactement, et à chaque fois qu'on passe d'une liste à un ensemble, c'est deux fois moins. Ça supprime un des deux cas, donc N. Dans le cas où on prend une liste. Deux éléments, exactement. C'est les permutations des deux éléments en fait. Ok. Donc on va. En fait, c'est l'idée du cours d'aujourd'hui, c'est qu'on va calculer. Bon, on va gérer les listes avec répétition, ça c'est facile, parce que c'est des produits cartésiens, donc on a déjà géré. Après, on va faire des listes sans répétition. Donc ça va être toujours des produits cartésiens avec des éléments qui diminuent, donc ça va être ce qu'on appelle le nombre d'arrangements, c'est-à-dire les factoriels dont on a parlé hier, factoriel de n sur factoriel de n en p. Et après, on va s'intéresser aux ensembles en disant, en fait, il y en a autant que des arrangements, mais quand on fait ça, on compte trop de fois les permutations entre elles, donc il faudra rediviser par factoriel de p, ce qui nous donnera le coefficient binomial. Ok. Vocabulaire. On parle aussi parfois de P uplé au lieu de P liste. Une deux listes c'est un couple et une trois listes c'est un triplé. Dénombrement d'un ensemble de listes avec répétition. Donc comme une P liste avec répétition possible est un élément d'un produit cartésien de P, on peut affirmer, même si c'est la répétition de par ailleurs de 4, que s'il est un ensemble fini cardinal n, le nombre de P listes d'éléments de E est n puissance P. Le nombre de P listes éléments de E1 croix E2, etc. croix EP, et cardinal de E1 fois etc. fois cardinal de EP. Ok, ça on l'a déjà vu hier. Exemple des trajets, là c'est quoi ce truc? Les localités X et Y sont reliées par les trois routes A, B et C. Les localités Y et Z sont reliées par les routes D et E. Combien existe-t-il de trajets de X à Z passant par Y? Vous n'avez pas ça. Vous avez écouté. Vous avez rien écouté.
Votre stratégie, c'est de faire quoi? C'est de ne pas écouter. C'est autre chose. Donc, vous avez 3 trajets pour aller de X à Y. Et alors, pour faciliter la rédaction, on leur a donné des noms, on les a appelés A, B, C. Vous avez monsieur la ville de X, la ville de Y. Vous pouvez c'est par A, par B ou par C. Et puis, vous avez de Y à Z, par D ou par E. Et la question, c'est combien est-ce qu'il existe de trajets de X à Z, en passant par Y? Hein? 6. Pourquoi? Très bien. Un trajet, en fait, c'est un couple de le produit cartésien ABC, croix, DE. D'accord? En fait, un élément du produit cartésien ABC fois DE, c'est en fait un élément de ABC, virgule, un élément de DE, et ça indique la route, en fait. Ok? Exemple, couple BE. D'accord? Donc ça correspond à BE. Et donc le nombre de trajets égale cardinal, cardinal de cet ensemble, c'est-à-dire 3 fois 2, 6. Ok? Bon, c'est facile en fait. Hein. Alors, combien de mots différents de cette lettre alternant consonne et voyelle peut-on former si la première lettre est une consonne ou bien si la première lettre est une voyelle? Hugo? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, on a 7 lettres dans notre mot, et on alterne consonne et voyelle, et on commence par une consonne. Ah, le nombre total de consonnes et de voyelles dans l'alphabet? Oui. 6 voyelles et 20 consonnes. D'accord. Oui. C'est bon, Hugo? C'est bon? Donc, les consonnes, machin. Cardinal de V égale 6, cardinal de C égale 20. Alors, tu m'as dit 20 puissance 4. Très bien, donc ça va être la réponse. Alors, comment on pourrait rédiger ça? Voilà, un mot, c'est exactement un élément de C fois V, fois C, fois V, fois C, V, C. J'en ai combien là? C'est bon, là, je m'arrête? Ok, donc, exactement. Donc, on va appeler E. Cardinal de E égale, donc, cardinal de C fois cardinal de V fois cardinal de C fois cardinal de V. Tout ça, c'est des nombres entiers, donc on peut commuter. Donc, ça fait cardinal de C puissance 4 fois cardinal de V puissance 3, donc 20 puissance 4 fois 6 puissance 3. C'est ça? Et dans le cas où on commence par une voyelle, dans ce cas, E', c'est en fait V fois C fois V fois C fois V fois C fois V. Et donc on obtient que cardinal de E' égale donc 6 puissance 4, 20 puissance 3. C'est bon? Bon, c'est ça en fait. On voit bien la stratégie. La stratégie, ça consiste à décrire l'ensemble et puis à calculer son cardinal derrière. Un piano à queue à 88 touches. Pourquoi j'ai mis à 88 touches? De combien de manières différentes peut-on jouer une mélodie de 7 sons consécutifs? Arthur? Un son, c'est une seule touche? Ouais! Ah, okay. C'est la musique de base. Hein. Bah, du coup, 88. Oui? Une mélodie, ça peut être tout par les notes. Une mélodie de 7 sons, c'est 7 notes, bouf bouf, c'est 7 pipi pipi pipi.
D'accord, c'est base. Hein. Pas de... Oui. Il y a 88 touches, donc le cardinal vaut 88, et on fait 7 fois, donc 7. Ok, donc si tu veux, on peut noter P, l'ensemble des touches. Voilà, cardinal de P, ça fait 88, donc ça, c'est tu prépares la réponse à la question, et nous, on cherche... Mélodie N. Ok, une mélodie. Ou l'ensemble des mélodies. L'ensemble des mélodies. N est égal à P fois P. Quand n est égal à P, alors on sait que pour les produits cartésiens, on a le droit de faire cette notation-là. Et donc du coup, cardinal de M est égal à cardinal de P. Alors, cardinal de M, c'est ça qu'on cherche, c'est égal à cardinal de P puissance 7. Et c'est égal à cardinal de P puissance 7. 88 puissance 7. D'accord? Ça sera plus utile, il faudra jouer des touches différentes. C'est pas une jolie musique. Alors, ce cours est composé de nombreux résultats à connaître. L'expérience montre que lorsqu'un élève n'a pas bien compris les résultats, mais juste après les formules en temps voulu, enfin en temps voulu, je sais pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire 3 minutes avant l'interro, comme le vocabulaire d'anglais, quoi. Il ne les connaît plus tard dans l'année. Ah, comme le vocabulaire d'anglais. Et en particulier au moment du concours. Ok, autrement dit, il faut réfléchir, il ne faut pas apprendre. Ok, il ne faut pas faire. Il ne faut pas aller chercher la mémoire, il faut aller chercher l'intelligence. Ah, ça, j'ai pas mis ça. Soit avec deux ensembles finis avec cardinal 2 égale à n. Alors, on est maintenant dans le nombre d'applications. On applique notre formule au nombre d'applications. Donc, soit avec deux ensembles finis avec le cardinal 2 égale L et le cardinal de F égale P. Alors, l'ensemble des applications de E dans F est un ensemble fini. 2 cardinal égale P puissance n. Et en particulier, l'ensemble des parties de E est fini avec le cardinal 2 puissance n. Alors, pourquoi est-ce que le nombre d'applications de E dans F, pourquoi est-ce que le nombre d'applications de E dans F, c'est réfléchir au nombre d'applications de E dans F, c'est en fait une application de la formule précédente. Alexandre. Parce qu'il existe une objection entre Oui. les applications de E dans F Oui. et F à la puissance, le cardinal de E. Oui. C'est laquelle? Si on a ordonné les éléments de E. Alors on va, en tout cas on va leur donner des noms, donc soit, alors on suppose que E c'est x1, xn, ok, très bien, xn, avec n égale cardinal de E, très bien. Tu me dis en fait que toi tu es capable de créer une bijection de l'ensemble des applications de E dans F, dans, je sais pas ce que tu m'as raconté, dans quoi? Dans F puissance n. Alors donc, c'est une application phi qui prend quoi là? Une fonction. Alors, excusez-moi, il n'y a pas de point. Et à cette fonction, elle associe quoi? Un n-uplé, très bien. Alors, quels sont les éléments de cette n-uplé? Ça va être les réponses de la fonction f. Donc, ça devient bien, on va appeler f de x1, f de x2, etc., f de xn. Est-ce que c'est évident que phi est bijective? Oui, ça me paraît évident. En fait, une fonction f, si je vous dis donnez-moi une fonction f, alors votre réflexe classique, ça va être de me donner une règle de calcul. D'accord, mais si je vous dis donnez-moi une fonction f d'un ensemble, je sais pas, d'un ensemble E qui est en fait, je sais pas, l'ensemble des dragons, chapeaux et voitures, dans l'ensemble F des, je sais pas, rouge, vert, jaune, bleu. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction de E dans F? C'est quoi une fonction de E dans F? F est une application de E dans F. Donnez-moi une fonction de E dans F. Alors on va changer un petit peu. Lucie? Il y a tout élément de E associé rouge. Ça marche ou pas? Ouais, elle marche, celle-là. Une un petit peu plus subtile. Ah, puis il y a dragon associé rouge, chapeau jaune et voiture vert. Exactement. Donc en fait, il faut absolument à chacun des trois-là associer quelque chose là-dedans. Donc,
Dragon, tu as dit vert, ça me paraît plus logique. Quoi qu'on n'en ait jamais vu. Alors, chapeau rouge. Bon, si tu veux. C'est plutôt la voiture, normalement. Ah, mais la voiture bleue, j'aime bien. Voiture bleue. Bon, j'aurais dû interroger un garçon. Alors. Ça y est, je peux voir un français, ouais. Regardez dans les villes de Salès. Ok, donc en fait, définir une fonction, c'est donner à tous les éléments d'ici une variable. Alors, à ce stade-là, en fait, ce que propose Alexandre pour répondre à la question, c'est de dire ce serait plus simple, non pas d'appeler ça dragon, chapeau, voiture, mais de les appeler x1, x2, x3. C'est moins rigolo, mais c'est plus simple. Ok, donc, et c'est ce qui est fait ici. Okay. Une fonction F, c'est, dans le cas où j'ai fait 1, 2, 3, ce serait vert, rouge, bleu. Oui. Pour que Final Fantasy reste content, on peut juste faire un ordre alphabétique. L'alphabet, c'est hyper. Plein de fantaisie, l'alphabet. Et au moins, on garde le dragon, en plus, il est en deuxième place. Ah, l'ordre alphabétique. Ah oui, pardon, j'avais pas compris. Ok. Je sais pas si c'était tous les remplacés par A, B, C. C'est beaucoup mieux que X1, X2, X3. Donc, on en est là. On est d'accord que c'est une bijection. Alors, en fait, pourquoi c'est injectif? Parce qu'en fait, si vous prenez deux fonctions, f, f1 et f2, qui ont exactement le même nuage par phi, ça veut dire que f1 de x1 va être égal à f2 de x1, f1 de x2 va être égal à f2 de x2, f1 de xn va être égal à f2 de xn pour tout élément. Ça, c'est exactement ce qu'on avait appelé l'égalité de fonction. Donc ça veut dire que vous êtes parti des deux mêmes fonctions. Donc ça veut dire que la fonction est injective en fait. Okay, et bijective, oui, il suffit de. Vous prenez n'importe quel élément de fn, vous regardez le résultat, puis vous dites soit f la fonction qui associe ça, et ça sera. Vous l'avez, la surjection, elle est facile. Donc l'amphi est bijective. Et donc vous avez cardinal de l'ensemble des applications de dans f, qui va être égal à cardinal de fn. Et lui, on l'a calculé avant, c'est en fait cardinal de f, le tout à la puissance n, mais ce n, c'est cardinal de e en fait. Ok? Soit p puissance n si on donne les valeurs p à cardinal de f et n à cardinal de e. Et alors l'ensemble des parties de e, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va changer un peu, hein. On attend. C'est la somme des... C'est la somme? Ah non, alors non, pas de question binomiale. Pitié. Alexandre? Il existe une bijection entre les parties de E et les indicatrices. Exactement. En fait, exactement. Donc en fait, alors ce que je vais écrire, c'est que P de E, c'est la même chose. Ah non, tu vas me dire que c'est bijection. Étant bijection. Ces indicatrices, c'est quoi? C'est des applications de étant bijection avec l'ensemble des applications de E dans l'ensemble 0,1. C'est la bijection qui a A associé indicatrice de A. Donc je vais être psi, ce coup-ci, je vais changer un peu de nom. Si l'application qui a un ensemble A associe l'indicatrice de A, c'est exactement une fonction qui a un ensemble associe une fonction de E dans 0,1. D'accord? C'est la bijection canonique, si vous voulez. Et donc, le cardinal de E, cardinal de P de E, c'est égal à cardinal de cet ensemble-là. Donc, d'après ce qu'on vient de voir au-dessus, c'est en fait cardinal de 0,1 à la puissance cardinal de E, c'est-à-dire 2 puissance n, enfin cardinal de E. Ok? En plus, la bijection ici, elle est hyper. Enfin, bon, les deux bijections supernaturelles, mais c'est même une qu'on utilise souvent. Oui? Ça se demande par récurrence. Ça demande par récurrence. Oui, si on en rajoute une partie, Ça double. ouais, c'est C'est vrai. Donc, on pourrait dire. Si pour x1, xn, il y a 2 puissance n parties,
quand on va faire xn plus 1, en fait, il y a deux options. Soit xn plus 1, il est dedans, soit il n'est pas dedans. Donc on prend tout ce qu'on avait déjà avant, et on rajoute xn plus 1 dedans, ça nous fait 2 puissance n. Et on reprend tout ce qu'on avait avant, et on rajoute pas xn plus 1 dedans, et ça nous fait toujours 2 puissance n. Et au total, on a 2 plus 2 fois 2 puissance n. En fait. Donc, ça marche. Oui. Je comprends pas pourquoi les parties de E sont en bijection avec elle. Les parties de E sont en bijection avec l'ensemble des applications de E dans 0A. Ben, par la fonction qui a un ensemble A aussi son indicatrice. C'est ça, je comprends pas. Je sais pas comment poser la question, mais je... Alors, est-ce que tu comprends ce que fait la fonction psi? À un ensemble, elle associe son indicatrice. Ok. Donc, concrètement, si je prends... C'est peut-être... mais c'est bien parce que c'est une bonne question. C'est aussi le cas, peut-être que c'est peut-être partie 2 en fait qui est problématique. Donc si je prends E égale par exemple l'ensemble 1, 2, 3. D'accord? Quelles sont les parties de E? C'est quoi l'ensemble des parties de E? Walid? Ah voilà, donc c'est là la problématique. Ça commence par l'ensemble vide. Enfin bon, ça commence par ce qu'on veut, mais... Normalement, ça commence par l'ensemble vide. Singleton 1. Singleton 2. Singleton 3. J'ai singleton paire 1, 2. Je laisse un petit peu de place, je rajoute un truc en dessous. 1, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a autre chose? Je fais la liste. Donc déjà, premièrement, peut-être que c'était le problème. Le problème, c'est peut-être que partie 2, tu ne savais pas trop ce que c'était. Partie 2, c'est l'ensemble des sous-ensembles. Ok? Et l'indicatrice, enfin, la bijection dont on parle, c'est celle qui, en fait, ici, va prendre la fonction qui a tout élément x associe 0. D'accord? Ça, c'est l'indicatrice de l'ensemble vide. L'indicatrice qui est là, c'est l'application qui a x associe 1 pour tout le monde. Ok, puis par exemple, celle-ci, là, à celle-ci, on va associer l'application qui a x associe 0 si x égale 2 et 1 si x égale 1 ou 3. D'accord? Et donc tu vois en fait que pour chaque ensemble, on peut associer une fonction qui va de E dans 0,1 et qui est l'indicatrice. Et en fait, toute fonction, on avait démontré ça à l'époque, toute fonction de E dans 0,1 en fait, est forcément une indicatrice d'un ensemble. C'est l'indicatrice de l'ensemble de tous ceux qui valent 1 pour cette fonction-là. Voilà. Parce que les autres valent en 0. Okay, donc il y a bien une bijection ici. Ok, donc combien est-ce qu'il y en a? Il suffit de compter en fait. Et bien, chaque fonction, en fait, il y a 2 possibilités pour 0, 2 pour 1, 2 possibilités pour 2, 2 possibilités pour 3, donc ça fait 2 puissance 3. Voilà. C'est mieux comme ça? C'est quoi cette question? Donc, tout à l'heure, on fera ce calcul-là. En fait, plutôt, on rappellera ce calcul-là en regardant la somme des coefficients binomiaux. On va dire, ah bah tiens, c'est la formule, la somme des binômes. Ok. Dénombrement de permutation d'un ensemble. En fait, on reprend dans je crois, il y a plein de choses qui sont reprises. Il y a des choses qui sont reprises sur les ensembles finis qu'on avait vu lorsqu'on avait fait le chapitre sur les ensembles. Et il y a des choses qui sont reprises dans le chapitre 2, là où je crois qu'on y s'appelle, avec les coefficients binomiaux. Le principe, c'est de tout penser en termes de dénombrement. Donc il y a des formules qu'on va reprendre, mais on les pensera en termes de dénombrement. En particulier, la formule du triangle de Pascal, au lieu de la dire, j'écris avec des factoriels, gna gna gna, et ça simplifie, ça fait quand même 2 lignes, hein, c'est super facile. On va la penser en termes de dénombrement. Qu'est-ce que ça veut dire? P parmi n plus P parmi n plus 1. Pourquoi ça fait P plus 1 parmi n plus 1? En termes de dénombrement. Bon, en attendant, on dénombre les permutations. Ah oui, alors maintenant, il faut que alors, avant de faire les touches de piano qui s'arrêtent, on va faire toutes les touches de piano en faisant qu'une seule fois. Représentation de... Alors, qu'est-ce que c'est qu'une permutation? Alors ça sera le chapitre suivant. Je vais vous l'amener, je vais peut-être vous le donner tout à l'heure avec vous. Excusez-moi, Lily. Quoi? Je te gêne, non? Ah, pardon. C'est quoi ce truc? Oui, alors c'est quoi une permutation?
Comment est-ce qu'on peut représenter une permutation? Allez-y, en fait, donc le chapitre suivant que je vous donnerai, on va réfléchir à cette question, mais alors, Yvan. C'est une bijection de... Voilà, alors ça ne correspond pas à la question de la représentation, mais en tout cas, ça nous donne la définition, ce qui est déjà pas mal. Donc une permutation de E, c'est une bijection de E dans E. Ça, c'est vrai. Ok, Mathéo. D'accord, E, je prends ces éléments, genre A, B, C, D, E, par exemple. On les mélange, on met dans un autre ordre et on obtient une permutation. Ok, alors si par exemple j'écris B, C, D, A, E, est-ce que ça représente une permutation? C'est le passage de l'un à l'autre pour la permutation. Voilà, ce qui serait intéressant, c'est de dire A est transformé en B, B en C. Donc... On a les deux au-dessus de la même. Voilà, classiquement, on va écrire la permutation plutôt sous forme de ligne parce que ça prend moins de place que si on les écrit en colonne. D, E. Ok, et l'idée ici, c'est que phi est l'application qui a A associe B, B à C, C à D, D à A et E à E. Ok? Donc ça, c'est une façon de noter les permutations, de les représenter. Mais finalement, enfin, pour l'instant, on fait ça comme ça, mais modulant le fait qu'on a fixé un ordre au début, on pourrait quand même presque se débattre. Enfin, si on est tous d'accord pour dire c'est dans l'ordre A, B, C, D, E, ou X1, X2, Xn au démarrage, en fait, il n'y a que l'image-là qui nous intéresse. Et cette image-là, c'est fondamentalement quoi? Une liste, en fait, des 5 éléments de l'ensemble A, E, sans répétition. Ok? Une permutation, ça s'écrit comme une liste. Et l'ensemble des permutations, ça va être en fait l'ensemble des listes de 5 éléments sans répétition. Voilà, donc, soit un ensemble à n éléments, toute n liste ordonnée de n éléments distincts de E représente une permutation de E. Alors, sous-entendant, un premier ordre initial, alors là, ça peut être arbitraire en fait. Hein. Vous avez dit, moi, lui c'est x1, lui c'est x2, lui c'est x3, vous avez dit ça, votre voisin il n'a pas donné le même ordre. Ok, mais peu importe, chacun ayant fixé un ordre. Après, vous allez regarder x2, x3, x1, x1, x3, x2, etc. L'autre ne sera peut-être pas les mêmes noms, mais en tout cas, il y aura autant de... On passe de l'une à l'autre, on réfléchira à ça, sans problème. En tout cas, il n'y en a pas plus ni moins chez l'un ou chez l'autre. Mots-clés, c'est quoi les mots-clés? Les mots-clés, c'est l'identité, quoi? Les mots-clés, c'est ordonné, distinct. Ces deux mots répondent aux deux dernières questions du tableau. Il y a une dernière chose qui est importante ici, c'est qu'on va au bout de la liste. Oui. Est-ce qu'une permutation où on ne bouge pas l'ordre, c'est... Oui, l'identité est une permutation. Ça sert à rien. Ben, ça sert que ça évite, quand on écrira un factoriel n, on n'aura pas factoriel n moins 1 toute notre vie, on aura toujours factoriel n. Donc déjà pour ça c'est plus pratique. C'est une permutation qui ne fait pas grand chose. Mais en fait, je veux dire, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir l'identité dans les permutations? Oui Mathéo. Pour pouvoir faire un groupe. Ça c'est une bonne réponse. Ok? Parce que chaque permutation en fait a son inverse qui est une permutation. Pour quelle loi? La composition. La loi rond, ouais, la composition. Ok? Exemple, les permutations de ABCD. Donc on peut l'écrire sous la liste. ABCD. Alors tiens, on va voir si vous êtes fort. Là. Pierre, on va voir s'il ne fait pas d'erreur. ABCD, il y en a combien? 24. Eh ben c'est pas beaucoup ça. On va pouvoir tous le faire. Vous dites pas que c'est long. Hein. Donc ABCD. Ensuite, A, B, D, C. Bon, c'est fastoche. A, C, B, D. A, C, B, D. A, D, B, C. A, D, B, D. B, A, C, D. B, A, D, C. B, C, A, D. B, C, B, A. B, 1, 2, 3, 4, B, C, qu'est-ce qu'il manque? BD, pardon. AC, B, D, C, A. C, A, B, D. C, A, B, B. C, B, A, D. C, B, B, A.
C, D, AB, C, D, BA, DA, BC, DA, CD, DB, DEAC, excusez-moi, hop, DBCA, et DCAB, DCBA. Voilà. Normalement, j'en ai pas oublié. Oui, et voilà. Je comprends pas, les permutations c'est des listes ou c'est des fonctions comme vous avez dit, c'était des bijections de E dans E, puis après on... Bon, oui, alors c'était le but de cette analyse, c'est que je me suis raté. C'est, normalement, les permutations, c'est des fonctions. Et comment est-ce qu'on peut représenter des permutations? Par une liste. Ok? Sans répétition. D'accord? Mais non, une permutation, c'est vraiment une fonction, a priori. Donc, en fait, il est sous-entendu que, par exemple, la fonction qui est codée là, c'est l'application qui a A associe B, A B associe C, A C associe A, et A D associe D. D'accord? Donc, c'est une bonne question. Hein? Donc, l'idée, c'est A, B, C, D, lui, on va aller comme ça. Ok? Mais plutôt, déjà que vous avez trouvé que c'était long dans les 24, si en plus, les 24, j'avais à chaque fois écrit avant A, B, C, D, flèche, je pense qu'il y aurait plein d'abandons. Oui? C'est vrai qu'il faudrait faire une différence entre E l'ensemble de non ordonné et E l'ensemble ordonné. Parce que la permutation, ça va de E l'ensemble qui part l'ensemble centrique de l'ordre. Ouais. À E des listes. En fait, E, c'est normalement une permutation, ça va de E qui est pas ordonné dans E pas ordonné. C'est-à-dire que une permutation. Mais l'image est ordonnée. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais écrire une seule liste, oui. Donc, c'est-à-dire que normalement, par exemple, si je reprends cet exemple-là, si je prends celle-ci, alors, voilà, celle-ci ou celle-ci, c'est la même. C'est d'accord? Très bien. Ou alors, donc, A est envoyé à B, B à C, C à A, D à D, A à B, mais j'ai inversé l'ordre des deux colonnes là. Mais c'est les mêmes colonnes en fait que je retrouve. Ça correspond à la même permutation. Ça marche? Oui. Donc normalement une permutation devrait s'écrire par deux listes. Ok? Voilà, pour dire les choses proprement parler. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour que la première liste, on soit tous d'accord pour la redonner d'une certaine façon. Et donc il nous suffira de la deuxième liste à ce moment-là. Ok? En fait, c'est une question très intéressante dont je reparlerai peut-être mercredi. Ça me motive comme ça pour faire... parce que je change un peu l'ordre de mes chapitres, mais... Ce qu'on appelle des conjugaisons de permutation, enfin, j'expliquerai ça mercredi, mais on reviendra là-dessus, tu vas voir. Mais c'est la même question qui était pour Grégoire aussi. Hein. Donc une permutation, c'est d'abord une fonction. Ok? Mais modulo le fait qu'on a fixé d'abord un ordre sur eux au démarrage, on peut se contenter de regarder les listes images en fait. Okay, à condition qu'on ait un ordre au démarrage. Ok? On soit tous d'accord sur l'ordre. Qui peut être l'ordre lexicographique ou x1, x2, x3, xn. Dans tous les cas, le nombre de permutations, c'est factoriel de n, d'accord, qui correspond à notre changement d'ordre des éléments. Ok. Démonstration. Alors c'est là où il y a un petit truc un peu chaud. Pourquoi est-ce que... Alors, en fait, c'est chaud par excès de formalisme. Mais normalement, on va le faire parce que c'est simple d'être très attentif au formalisme. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire, bon, il y a une possibilité, N-1, etc., à factoriel de 1, et hop, j'ai fini ma question. D'accord? Mais moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse en termes d'ensemble. Et vous vous rappelez, c'est une question qu'on a posée hier en disant, oula, quand il n'y a pas de répétition, c'est pénible. Parce que le deuxième nombre qu'on va prendre, il va dépendre du premier. Et comment on fait ça si on veut écrire avant d'avoir tiré le premier l'ensemble des ensembles qu'on considère? Ok? Donc ça, c'est un peu... Alors, si vous avez des solutions, je ne suis pas prenant. Prenant. Oui, On fait une référence. oui. Alors, ça, on fera une récurrence, c'est vrai, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette question de définir l'ensemble des machins. Vas-y.
Donc ta récurrence, ça va peut-être nous aider. Ta récurrence, donc c'est Pn égale je sais pas quoi factoriel n. Donc on va écrire notre truc, on passe un ensemble de taille n plus 1, on va regarder les permutations, et après, pour appliquer Pn, comment tu fais? On discute On discute. sur la valeur de la permutation pour un élément de chose. Oui, alors genre le premier? Ouais, Ok. Oui. Alexandre? Pour la représentation, j'ai pensé à F, E, E, étoile. F. Dans les applications de E dans E étoile? Non, de E dans E qui sont inversibles. Pour la loi composition unique. Attention. J'ai rien compris. Alors, alors en fait, il faut qu'elles soient injectives tes applications. Il faut qu'elle soit inversible, donc objective. Ah oui, tu m'as dit. Oui, donc oui. Donc oui. D'accord, mais ça n'avance pas trop sur la question du cardinal, à contrario. Donc ça répond bien. Alors ce qu'il nous faudrait, c'est un truc un peu entre les deux. Pas trop que du cardinal, mais on comprend pas ce qu'on fait, et pas trop on comprend ce qu'on fait, mais on ne sait pas calculer le cardinal. Oui. Peut-être avec une fonction restreinte à... On prend une fonction qui va de E dans E, mais un élément, un ensemble à n plus 1 élément. Ensuite, on restreint à n éléments. Et on regarde ce qui peut se passer avec le n plus 1. Enfin, le x indice n plus 1. Oui. C'est un peu ce qui va se passer. Alors, je vous propose la notation suivante. On va noter SE, l'ensemble de permutations de E codé par des listes. Hein. Donc codé par des listes. Ok. Si E c'est x1 par xn plus 1, d'accord, on va l'appeler En plus 1 celui-là. Comment est-ce que S de En plus 1, ça va être quoi? Oui Arthur. En fait, pour le dernier élément xn plus 1, je vais mettre soit première position, soit entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième. Donc il y a n plus 1 positions possibles. Oui, c'est pas faux. Mais on va plutôt réfléchir à la première des choses, la première image en fait. Donc ce truc-là, en fait, on va avoir un ensemble de listes, d'accord? Modulo le fait qu'on a vu avec Pierre, là. Donc on a une liste ici qui a n plus 1 élément. Ok? Est-ce que, en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est des produits cartésiens, pour pouvoir avoir des multiplications, mais on n'arrive pas à faire mieux que, en fait, une réunion disjointe qui va dépendre de quoi? Comment est-ce qu'on pourrait rentrer par paquet là? Regardez un petit peu ce que j'ai fait là. Si on regarde ce que j'ai fait, en fait, j'ai rentré par paquet en fonction de mon oui. Si le premier élément est x1, si le premier élément est x2 aussi. Oui. Donc en fait, c'est comme si on avait pris une réunion disjointe d'un produit cartésien. Donc le premier élément c'est x, pour tout x appartenant à En plus 1. Est-ce que ça vous va ça? Donc je prends En plus 1, je regarde le premier élément x, je fais le produit cartésien, et derrière en fait, j'ai un produit cartésien qui est pris dans l'ensemble des permutations de l'ensemble E privé de x, exactement. Alors c'est pas tout à fait En parce que le x que j'ai pris c'est pas forcément le xn plus 1 en fait au bout du compte. D'accord? Le x qui est là n'est pas forcément xn plus 1. Je n'ai pas réfléchi en fonction de où va xn plus 1, j'ai réfléchi en fonction de qui est arrivé le premier. Qui est un élément de la bande là. En fait mes amis je m'en fiche. D'accord? Il s'appelle x, l'élément de la bande. Et donc il a le premier. Donc quand je regarde un élément de là, j'ai une permutation. Comme je suis un produit scalaire, je prends un élément de x suivi des autres.
donc de la liste. Donc j'obtiens au total une liste de n plus 1 éléments. Ok, alors maintenant que j'ai fait ça, j'ai envie de dire que le cardinal de S de En plus 1, c'est en fait la somme pour x appartenant à En plus 1 des cardinaux du produit scalaire, du produit cartésien pardon, de x par S de E privé de x. D'accord? Donc ça me donne la somme pour x appartenant à En plus 1 du cardinal, alors d'un produit scalaire, donc ça fait cardinal de 1, donc ça fait 1, multiplié par cardinal de... Alors c'est là que j'aimerais bien avoir une hypothèse de récurrence. Donc je vais poser ici Pn, la proposition, alors ça j'aurais peut-être dû le mettre, Pn j'aurais dû le mettre ici, enfin pour parler Pn, la proposition c'est quoi? En fait SE j'aurais dû le mettre avant, peu importe. Si cardinal de E, en fait je me rends compte que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est souple par rapport à l'ensemble. Ce qui va ensemble, c'est si cardinal de E égale n, alors cardinal de SE égale factoriel de n. Oui. On n'indique pas en n le E parce que... Lequel? Celui-là? Ouais. Pourquoi ça serait pas En plus 1? Si, c'est n plus 1, si. C'est Et n en plus 1. Pn, du coup, c'est lequel? Pn, c'est ici cardinal de E égale n. Ah, ok. Parce qu'en fait, lui, c'est pas En. Enfin, c'est pas En. En, ça serait celui-là. Ouais, celui-là, c'est En. Alors, j'enlève x qui n'est pas forcément xn plus 1. Donc, peu importe, c'est quelqu'un de cardinal n. Ok. Donc là, je peux appliquer Pn. Donc, ça fait factoriel de n, car cardinal de E privé de x, de En plus 1, pardon, privé de x est égal à n. Ok? Ça marche? Et donc, en fait, je me retrouve avec une somme, ici. Ah mince, j'ai pas filmé le bon endroit, bon, c'est pas grave. Oui? Pour l'initialisation, il suffit de faire l'ensemble de nul. Alors, on va faire l'utilisation après, ce qui est quand même bizarre. Mais... Alors, la question c'est est-ce que n égale 0, il faut le faire ou pas? Bon, on va voir. Alors, je termine ça et puis après, je fais P0 ou P1, selon ce qu'il faut réfléchir. Donc, ça fait cardinal de SEN plus 1 égale donc somme pour x appartenant à En plus 1 factoriel de n, donc c'est une constante, donc c'est factoriel de n multiplié par la somme pour x appartenant à En plus 1 de 1, soit en fait factoriel de n multiplié par cardinal de En plus 1, c'est-à-dire factoriel de n plus 1, donc Pn plus 1 est vrai. Ok, donc on va remettre la caméra sur ce que je viens de faire. L'initialisation. Est-ce que si on considère un cardinal 0, donc ça fait quoi ça pour un ensemble? C'est un ensemble vide. Est-ce que il y a une permutation de l'ensemble vide? Oui. Quoi? Voilà, l'identité à condition de considérer que l'identité sur l'ensemble vide existe. En tout cas, il ne peut pas y en avoir deux, hein, c'est clair. Donc, là, c'est comme vous le sentez, mais on le fait en fait. Donc, P0, E égale l'ensemble vide, et S de E égale l'identité de l'ensemble vide. Donc P0 vrai. Mais comme, si vous avez des doutes, on peut faire P1 aussi, de toute manière, c'est pas très compliqué. Donc E égale le 5 de ton 1, 5 de ton x. S de E, en fait, c'est l'application 5 de ton x. Ce qui est aussi l'identité, enfin peu importe. P1 et P. Ok? Voilà, bon, ça c'est pas mal. Alors, la décomposition de la démonstration, je sais pas c'est quoi. Alors ensuite, simple. C'est bon ceci? Simple, c'est quoi? Exemple simple. Quel est le nombre de dispositions possibles de 5 personnes sur un banc de 5 places? Ouais, c'est simple ça.
le nombre de dispositions possibles de 5. Par exemple, ici, là, les 4 zozos, là, ils sont toujours, enfin, pas toujours les mêmes. Firmin, il est un peu, c'est toujours Firmin, disons les 3 autres. Mais ils changent de temps en temps de place. Il y a combien de possibilités? Combien de cours de l'année il va falloir faire pour épuiser les possibles? Alors, quand ils sont 4, ou 5, enfin voilà, donc 5 sur un banc, ça fait 120. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Vous savez, on est au cours numéro combien là? 76, ouais, je crois. Donc, enfin, c'est ce qui est écrit. Je sais pas. Voilà. Donc, ça, on a. Si une rangée de 5, là, vous avez par exemple la rangée de la première, eux, ils tournent dans tous les sens. La deuxième, ça peut être stabilisé. On n'a pas encore épuisé toutes les possibles. D'accord? 120 cours, on ne va même pas l'épuiser tous les possibles. D'accord? Oui? Ça, pas la première ligne où on avait fini à cause de l'inclusion. À comprendre ce qui allait se passer. Ce machin-là, là? C'est ça? Tu voudrais écrire directement ça? Aucun problème. D'accord? C'était une... Moi, à quoi ça sert? En fait, c'est comme à chaque fois je vous ai dit très tôt là, chaque fois que vous faites un dénombrement, commencez par écrire une situation favorable pour essayer de comprendre un petit peu les degrés de liberté que vous avez. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est que Sn plus 1? Ben, ça va être un ensemble de listes, voilà, qui a n plus un élément. C'était pour dire ça en fait. Mais si pour toi tout ça c'est évident, ou clair, ou je sais pas quoi, que c'est que ça ne me gêne pas du tout. Hein. Non, c'est juste que je n'avais pas compris ce que c'était. Alors, ça c'est autre chose, donc c'est un ensemble de listes à n plus un élément, puis il y en a d'autres derrière. J'en ai écrit une première, mais là il y en a plein. Hein. Il y en a factoriel n plus 1. Ok, donc une première liste, puis après j'ai pas mis les autres. Ok. Donc pour les bancs, c'est bon. Donc factoriel de 5. Voilà. Combien existe-t-il d'anagrammes du mot compris? Factoriel de 7. Bon, c'est facile parce qu'ici, toutes les lettres sont différentes. Ouais, exactement. Donc c'est vrai, on peut en fait... donc on a bien un ensemble à 7 éléments distincts et qu'on utilise tous une et une seule fois. Donc il n'y a pas de problème sur ce nombre-là. Alors, dénombrement d'un ensemble de playlists sans répétition. Alors maintenant, donc, vous aviez les ensembles, maintenant vous avez épuisé les ensembles d'options, et maintenant on ne va pas tout à fait les épuiser, on va s'arrêter avant la fin. Donc si on s'arrête avant la fin, on ne va pas épuiser les factoriels de n. Donc, si E est un ensemble fini de cardinal n, le nombre de playlists d'éléments distincts de E, c'est factoriel de n sur factoriel de n-p. Si t est plus petit que n, et 0 sinon. D'accord 0 sinon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si vous essayez de trouver le nombre de 40 listes, pour un ensemble de 2 listes, sans répétition, vous n'allez pas y arriver. Ok? Et on choisit donc par convention factoriel de 0 qui donne 1. Démonstration. Alors, pareil, on ne va pas dire bah, c'est n fois n moins 1 bien, et puis n moins p plus 1. D'accord? J'aimerais un truc qui utilise un peu de formalisme. Peut-être un peu à outrance à votre goût, mais... Alors, comment on va démontrer ça? Sur quoi? Sur n, sur p, sur les deux? Sur p? On pourrait, mais c'est pas ce qu'on va faire. Oui? Le nombre de parties de E à P éléments fois le nombre de permutations de P éléments. Oui, c'est ça l'idée. Comment est-ce qu'on va démontrer ça? On va créer une relation d'équivalence sur les permutations de E. On va dire qu'une permutation de sigma 1 est équivalente à sigma 2 par indice P, si et seulement si. Donc, ce qu'on voudrait, c'est de... On n'est pas capable de voir la différence entre... Oui, Mathéo? Alors c'est l'inverse. Enfin ça c'est la différence. Donc ils sont égaux si en fait les P-1 premiers, enfin les P premiers éléments sont les mêmes. C'est pas ça que tu as dit, hein, parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Tu m'as dit, ok. Donc si en fait sigma 1, alors je vais utiliser la notation informatique, 1P comme ça, égale sigma 2 1P. Si j'écris ça comme ça, est-ce que vous comprenez? Il faut mettre des crochets, je crois, pour faire un Python. D'accord? C'est-à-dire en fait, oui? Ça ne va pas être 1 P plus 1?
Mais je suis pas Python, moi, je suis maths. Ok. C'est les éléments de sigma 1 de 1 à P sont les mêmes. Ok. On prend le P, ouais. Mais si vous voulez, je fais une phrase en français. Mais on prend le P. En fait, je prends une relation qui... Je sais calculer les permutations, je connais bien cet ensemble-là. Et mon idée, c'est que je m'intéresse uniquement aux permutations des premiers éléments, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de regarder ce qui se passe derrière, en fait. Donc, je reste à ce niveau-là. Ok. Donc, bon, vous êtes d'accord pour dire que sigma est en relation avec sigma 1. D'accord. Le début d'une liste est le même que le début de la même liste. Hein. Si deux listes sont en relation, dans le sens, donc c'est symétrique. Et pareil, si c'est transitif. De toute manière, on avait fait un jour un truc qui disait une fonction, étant donné une fonction, si votre relation c'est une relation qui est définie par A est en relation avec B, si f de A égale f de B, ce sera toujours une relation d'équivalence. Et là, ici, on a la fonction c'est celle qui prend les deux premiers éléments. Ok. Avec l'égalité. Donc ça va bien. Donc, truc switch là, est une relation d'équivalence. Alors, donc maintenant on va regarder, donc en fait, l'ensemble des relations d'équivalence sur l'ensemble des permutations de, sur SE. D'accord. Donc le cardinal de SE, en fait, ça va être égal à la réunion disjointe. Pardon, on va commencer par ça. L'ensemble des permutations de E, ça va être égal à la réunion disjointe, voilà, c'est ça, des classes d'équivalence de sigma, ou si on prend sigma dans un système de représentants, je ne sais plus comment dire tout ça, de ma relation d'équivalence, comme ça. Je sais pas, c'est un truc comme ça. Ça va ce truc-là? Ok. Et donc, en fait, et on arrive exactement à ce que nous a dit Alexandre, c'est-à-dire, on va calculer le nombre d'éléments dans chaque classe d'équivalence. Ça, c'est facile, parce que c'est la permutation de la fin. C'est factoriel de n-p. Donc, dans chaque classe d'équivalence, il y a factoriel de n-p. Éléments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre des classes d'équivalence. Et je sais qu'au total, ça va donner factoriel de n. Donc, je vais avoir factoriel de n égale factoriel de n-p plus factoriel de n-p plus un certain nombre de fois factoriel de n-p, et c'est ce nombre de fois que je cherche. Ok. Donc, on a, en fait, quel que soit sigma appartenant à SE, les classes d'équivalence, quel que soit sigma prime appartenant à SE, la classe d'équivalence de sigma, elle a un cardinal qui est égal au cardinal de la classe d'équivalence de sigma prime, elles ont toutes le même cardinal, et qui est égal à... Quel est le cardinal de la classe d'équivalence de sigma? Combien est-ce que, étant donné sigma, combien est-ce qu'il va y avoir de permutations qui sont en relation avec sigma? Oui. Factoriel n-p, exactement. D'accord. Sigma est en relation avec sigma prime. Sigma est en relation avec sigma prime. Ça veut dire que donc de sigma 1 jusqu'à p, c'est égal à sigma prime de 1 jusqu'à p. Et puis après, sigma prime de p plus 1 jusqu'à n, c'est une permutation de sigma de p plus 1 jusqu'à n. D'accord. Donc combien est-ce qu'il y a de sigma prime comme ça? Toutes les permutations des derniers éléments, donc il y en a factoriel de n-p. Donc toutes les classes d'équivalence ont le même cardinal qui est factoriel de n-p. Donc on va avoir cardinal de S2, dont on sait la valeur qui est factoriel de n, est égal à la somme pour sigma appartenant aux classes d'équivalence fois factoriel de n-p, qui est constant en fait. Comme c'est constant, je peux le sortir, donc c'est factoriel de n-p multiplié par... multiplié par quoi? Multiplié par le cardinal du... le nombre de classes d'équivalence en fait. D'accord. Et le nombre des classes d'équivalence, c'est exactement ça que je cherche. Un système de représentants. Donc le nombre de classes d'équivalence, c'est ça que je cherche. Eh bien c'est égal au cardinal de SE sur le cardinal, enfin sur factoriel de n-p.
sur le cardinal d'une classe d'équivalence de sigma. Ça, c'est tout égal. Ok? Oui? On sait que c'est bien ça qu'on cherche. C'est bien les systèmes. Alors, parce que normalement, alors c'est parce que ça n'a pas l'air d'être visible pour toi. Alors c'est bizarre. Ce qu'on cherche, c'est le nombre de pélisses d'éléments distincts. Alors en fait, donc la classe d'équivalence de sigma, c'est quoi en fait? C'est l'ensemble de toutes les permutations. Donc je sais pas, si je prends, on va prendre exemple. Si je prends E égale x1, xn, tout ça va. Je vais prendre p égale 3 parce que ça sera plus simple. Et je prends sigma égale x2, x4, on va prendre 10. x4, x1, x3, x7, x8. Tant pis, on va tous se mettre alors 1. Bon, on va s'arrêter avant. Alors genre E8 déjà, on a 8 ans. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8. Ça doit être bon là. Voilà. Je considère cette permutation sigma. Ok? Je m'intéresse à p égale 3. Donc ça veut dire que je vais trancher là. Maintenant, je regarde toutes les permutations qui ont le même départ que sigma. Donc en fait, par exemple, si je prends celle-ci, sigma prime égale x2, x4, x5, x7, x3, x6, x5, x8. Par définition, sigma, c'est égal à sigma prime p. 23 là. Ok? Et donc finalement, ce que j'ai fait, c'est en fait, moi ce que je cherche, c'est exactement le nombre de débuts possibles. Donc c'est exactement le nombre de classes d'équivalence que je cherche. Le nombre de classes d'équivalence que je cherche, exactement. Combien j'ai d'éléments dans ma classe d'équivalence? Là, j'ai exactement les permutations de ces 5 éléments-là. Voilà, donc en fait, ce que j'ai démontré, c'est que le nombre que je cherche multiplié par factoriel de 5, va nous donner toutes les permutations, c'est-à-dire factoriel de 8. Ça va? Donc c'était pas tout à fait comme ça que c'est pensé quand on dit en fait je prends n puis n-1 etc. et je m'arrête. Là en fait on a dit je vais au bout et je renlève ce que j'ai mis en trop. D'accord? C'est pas tout à fait la même façon de penser, mais c'est la classe. Parce qu'il y a une relation d'équivalence, il y a des... Ok? Monsieur, moi je vois pas la différence sigma étant équivalent à sigma 2 et sigma égale à sigma 2. Eh ben, est-ce que tu es d'accord pour dire... Qu'est-ce que tu en penses de sigma et sigma prime? Ils sont égaux ou pas? Non. Non. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'ils sont équivalents? Non. Modulo 3, hein? Enfin, pour cette relation d'équivalence-là. Hein. Oui, on regarde que le début. Exactement. Ma relation, c'est je regarde le début jusqu'à P. Je regarde pas la fin. Et je vais dire qu'ils sont équivalents quand ils ont le même début. Ça va? Donc, le nombre de débuts différents, c'est ce que je cherche. Et pour chaque début, en fait, il va y avoir factoriel de n moins p, fin possible. Voilà, donc, chaque fois, pour chaque début, j'ai... voilà, après je multiplie les choses entre eux et j'obtiens factoriel de n. Ça va? Oui? Pour l'union disjointe, on est obligé de prendre les sigmas qui appartiennent à un système sortant. On ne peut pas juste prendre les sigmas qui appartiennent à SE. Parce que c'est l'union disjointe des classes. Alors en fait... j'aime moyen, parce que si je mets sigma appartient à SE, en fait, à la classe de sigma, ici, il y aurait a priori classe de sigma, la classe de sigma prime. Alors tu vas dire c'est la même, donc dans la réunion, en fait, elles fusionnent et elles disparaissent. C'est ça l'idée. Donc tant qu'à faire, je préfère dire, bah, je donne un et un seul nom pour chacune qui va apparaître. Ça va? Donc, alors après que l'on prenne un système de représentant, finalement, le système de représentant, je m'en fiche. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est les classes d'équivalence. Donc à la place de mettre... au lieu de l'indexer sur sigma, tu me dis en fait, ça par exemple, je prends O comme une classe d'équivalence, O comme orbite surtout. Une orbite, ou CL par exemple, ou C, je sais pas trop. L'ensemble des classes d'équivalence. Donc là tu mets juste C. D'accord? Ça n'utilise pas les systèmes de représentants. Et là par contre, ça va parce qu'on ne va pas écrire deux fois la même chose. Donc je fais la somme sur les classes d'équivalence, enfin la réunion sur les classes d'équivalence, des classes d'équivalence. Okay. Mais j'aime bien ce que j'avais écrit, je ne sais plus ce que c'était, mais sigma, classe de sigma. Parce
qu'en fait, il y a un flou. Parce qu'en fait, les classes d'équivalence, je les écris comme ça, mais les représentants, je les écris comme ça, c'est ça? Vous êtes sûr de me dire ça? Oui, maintenant. Les représentants, il me semble que c'était grand S, indice, S sur la... Ah voilà, ok. Grand R, S, comme ça. C'est ça? Grand S, Grand S, R sur... C'était grand S comme système et relation comme... ah, Mais donc système, ça me va. il y a un question de... Quoi? Il était joli. Et après, il fallait mettre la relation SE sur la relation. Sur le... système d'équivalence. C'est ça? C'est l'ensemble des permutations. SE, c'est sigma? Ah non, c'est le SE comme ça? Ah oui, l'ensemble du démarrage. Ok, ah voilà, ok. Ah oui, mais là, il faudrait mettre un peu aussi. Vous avez raison. Voilà, ok. Donc ça, et là, voilà. Et là, c'est pareil, c'est sigma dans l'ensemble des représentants. En fait, j'ai pas trouvé de notation officielle là-dessus. J'ai cherché un après-midi une fois et je l'ai pas trouvé. Alors, Jade. Quand vous mettez quel que soit sigma, sigma prime appartenant à SE, et leur classe, les personnels des classes sont égales Oui. sur le go. Sigma et sigma prime ne sont pas en équivalence. Non, ils sont en relation. Non, au début, je veux dire c'est égal pour pouvoir factoriser, puis en fait, je me suis dit, oh, bah en fait, je connais même le nom, et il faudra que je le remplace par le nom. Dans un premier temps, je veux dire c'est égal, c'est-à-dire toutes les classes ont le même nom. Une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, en fait, dans les groupes, en fait, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez factoriel de n, permutations, et en fait, vous les avez rangés. On les a rangés par classe d'équivalence. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que chacune des classes d'équivalence avait exactement factoriel de n-p éléments. D'accord? Et vous cherchez combien il y avait de classes d'équivalence. Et bien, il y en a n sur factoriel de n-p, puisque le produit de ce nombre-là par celui-ci va donner factoriel de n. C'est ça qu'on vient de faire, en fait. Hein. Ok? Oui? Elle venait pas la phrase delta prime qui est plus 1 à n, permutation de... Alors, c'est des sigma. Sigma prime... donc quand c'était pour calculer le cardinal de la classe d'équivalence de sigma. Donc je réfléchissais à... Alors oui, alors ce sigma prime, c'était pas le même. Là, c'était pas les mêmes. Bon, voilà, je vais mettre sigma 1, sigma 2. Sigma est équivalent à sigma prime, ça veut dire qu'ils ont le même début, et que la fin de sigma prime, c'est une permutation de la fin de sigma. Je crois que c'est clair. Donc par exemple, sigma et sigma prime, ils ont le même début, mais la fin de sigma, c'est une permutation de la fin de sigma, la fin de sigma prime, une permutation de la fin de sigma. Ok? Ça justifie que c'est moins bête. Oui. Je pensais que c'était justifié par... Oui, ok, d'accord. En fait, je les compte, hein, donc au début, c'est pas ça, en fait, c'est juste, donc c'est les permutations de la fin, en fait. Oui, c'est ça. Comme ça me permet d'utiliser vraiment les permutations jusqu'au bout, plutôt que de dire parce que, en fait, c'est vraiment ça que j'utilise et pas ça, en fait. Vous voyez, parce que c'est pas comme si je commençais des permutations et je m'arrêtais au bout d'un moment. Ok? Même si c'est comme ça que vous le pensez, c'est pas grave si vous le pensez comme ça, hein, c'est pas... Nous on dit en fait, je pense jusqu'au bout, et puis finalement je reviens en arrière en ayant pensé jusqu'au bout autre chose, mais un bout plus petit. Et puis je fais la division entre les deux. Ok? Ah bah le voilà. Un piano IQ à 88 touches, de combien de manières différentes peut-on jouer une mélodie? De 7 sons consécutifs sans jouer deux fois la même note? Oui? 88 fois 87 fois 86 fois 86 fois 84. Heureusement qu'on a les doigts, hein. 3 fois 82. Voilà. Imagine si j'avais mis une mélodie de 12 sons. Tu l'aurais pas réussi, hein? Avec les doigts de pied. Hein? Ouais, il faut faire 88 moins 12 plus 5. Alors, soit E il y a deux ensembles finis, cardinal de égalité cardinal de P. Le nombre d'applications injectives, donc c'est une application. Le nombre d'applications injectives de E dans F, c'est en fait un nombre d'arrangements. Tout à l'heure, on a calculé le nombre d'applications. Le nombre d'applications, c'était n puissance p, vous vous rappelez? D'après l'idée d'Alexandre, qui consiste à dire, bah, en fait, une application, c'est exactement une liste des images possibles. Alors maintenant, si en plus qu'elle soit, enfin, on demande en plus qu'elle soit injective et pas juste des applications, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez pouvoir choisir une image pour le premier, mais une fois que vous avez choisi cette image-là pour le premier, pour le deuxième, vous devez en prendre une différente, sinon elle ne sera pas injective.
Pour le troisième, une différente des deux premiers. Pour le quatrième, une différente des trois premiers, etc. Vous êtes exactement en train de faire une liste sans répétition. Et donc, en fait, on retrouve le même calcul. Oui, La notation arrangement, quand là, NP, elle n'est pas du tout utilisée. elle est, si, elle est bien utilisée, mais elle n'est pas au programme. Alors, juste, je pense que l'une des raisons pour laquelle elle n'est pas au programme, c'est parce qu'elle peut conduire à une certaine confusion. Donc, on va l'écrire, la remarque. Donc, vous avez les vieilles notations. La vieille notation, c'est ANP égale factoriel de n sur factoriel de n moins p. Et sa copine s'appelle CNP égale factoriel de n sur factoriel de n moins p, factoriel de p. Ok? Où on remarque que le nombre le plus grand, n, il est situé en bas, et le nombre le plus petit, p, il est situé en haut. Ok? Ce truc-là, on le connaît maintenant avec une nouvelle notation qui s'est imposée à cause des Anglais, enfin des Américains, vous avez compris. P parmi n. Et qui a la mauvaise, je sais pas quoi, qui peut nous perturber parce que les PDN sont inversés. Donc ce qui fait que, je pense, comme celle-ci n'a aucune notation universelle, je crois qu'on l'a viré parce qu'on avait peur que les élèves, quand ils écrivent ANP, ils pensent comme ça, et donc à l'envers en fait. Ok, mais vous pouvez écrire ANP, il n'y a pas de problème, mais le plus grand il est en bas, et le P il est en haut. Ok? Oui. Par contre celui-ci, excuse-moi, celle-ci, comme il y a une autre notation qui est là et qui s'est imposée, celle-ci elle est plus trop d'accord. Des fois il y a quelques élèves qui ont ce réflexe là. On en voit de moins en moins, hein, mais. Oui. Et quel théorème quoi? Le lemme des bergers. Oui. Ben, le lemme des bergers, c'est le principe des décompositions. Tout à l'heure, là, quand j'avais fait ça? Oui, bah en fait, je l'ai fait. À quel endroit j'ai utilisé le lemme des bergers? Alors, le lemme des bergers, c'est le principe de décomposition. Vous avez créé les classes d'équivalence. En fait, le lemme de berger, c'est des classes d'équivalence. C'est ça le problème, c'est qu'il ne porte pas son nom, il ne porte pas bien son nom. Le berger, il range chez les moutons par taille. Les grands, les noirs, les blancs, tac, 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 ça me fait. Alors, dans le lemme des bergers, comme on a transformé une. Normalement, en fait, on voit bien. Pourquoi ça a bien marché, ce truc-là? C'est la question qu'a posée Jade. Pourquoi ça a bien marché, ce truc-là? Parce que toutes les classes d'équivalence ont la même taille. C'est pas négligeable, ça. Hein. Toutes les classes d'équivalence ont la même taille. Qu'est-ce que ça a permis de faire, le fait que toutes les classes d'équivalence ont la même taille? Ça a permis de transformer une addition exactement en une multiplication. C'est ça, hein, et c'est ça l'idée de le berger. Si toutes les classes n'avaient pas eu la même taille, eh ben, on aurait fait des sommes, quoi, et puis ça aurait été un peu nulos, on aurait fait comme on avait pu avec les moyens du bord. Un peu de 3, un peu de 4, un peu de 7, bon bah ça fait 14. Ok? Mais là c'était 3, 3, 3, 3, 3. Donc on se dit, bah tiens, cette addition-là, je vais la transformer en 3 fois truc. Bon, c'est ça l'idée en fait. Et le lemme de berger, il est en fait quand on a des classes, on a une partition qui sont tous de même taille. Ok, c'est ça que fondamentalement. Et essentiellement, c'est ce qui se passe avec les classes d'équivalence en fait. Okay, mais c'est la même idée, hein, c'est pas. Il y avait pas une autre main là. Alors le nombre d'applications injectives, donc démonstration. Donc c'est pareil, on va prendre psi. Ah oui, c'était ça le truc. Alors démonstration. Donc soit psi, l'application. Donc si je note i de f, non, j'interdis ça. L'ensemble des applications injectives de i f, si l'application de i dans f, qui est une application f associée je sais pas quoi, donc on va dire que e s'écrit x1, xn, c'est exactement la même application que tout à l'heure, f de x1, f de xn, cette application-là, elle va dans quoi? Pour f d'éjectif, oui. L'ensemble des listes des n-listes. N-list. N-list éléments distincts, donc ce qu'on appelle les N, les N arrangements de F. Et N-list sans répétition de F. Ok, j'écris plutôt sans répétition. N-list de F sans répétition. Et alors cette fonction-là, elle est évidemment
Donc le fait de ne pas prendre de répétition, ça va nous forcer f à être injective. Réciproquement, si elle est injective, je n'ai pas de répétition, donc en fait, elle est bijective cette fonction-ci. Bijective. Donc on va avoir le cardinal de l'ensemble des applications de I dans f, qui va être exactement égal au cardinal de l'ensemble des n listes sans répétition de f, c'est-à-dire cardinal de f, factoriel, sur le cardinal de f, moins cardinal de e, le factoriel du cardinal de f moins cardinal de e. Voilà, donc si je remplace cardinal de f par n et cardinal de e par p, ça fait factoriel de n sur factoriel de n moins p. Ok? Bon, on va faire la pause. Ces démonstrations-là, moi je les aime bien, mais si vous pensez dans votre tête vous avez d'autres choses, ne perturbez pas tout. Hein. Oui, Mathéo? La démonstration, elle est dans le sens par rapport à quoi? Normalement, c'est l'indice P. C'est un display pour quelque chose. Le cardinal de tout, c'était P. Ouais, c'est ça. De X1 à Xn, les n listes, C'est NB. Bon, tout le monde est suffisamment souple d'esprit, non? Donc, en fait, oui, c'est pas très bien, j'ai mis n alors que c'était pas le bon. Mais c'est pour mais par contre, ça reste la bonne formule là. Hein. Voilà. Bon, je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai terminé avec un horrible cardinal de f, un cardinal de e. Et aussi, voilà. Merci. Bon, ça n'empêche que, tu as raison Mathéo, c'est pas très compliqué de le corriger là. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ok. Il est gentil. Alors, ok, pause.